bonsoir et merci de votre fidélité. Les 19h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 4 décembre. Démantèlement en Tétouan d'une cellule présumée terroriste affiliée à Daesh. 3 présumés extrémistes ont été interpellés. Les fouilles menées par les officiers ont permis de saisir des produits chimiques destinés à la fabrication d'engins explosifs traditionnels. Encore quelques jours et une campagne massive de vaccination sera lancée au Maroc. Le Royaume a opté notamment pour un vaccin classique obtenu selon des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves. Dans cette édition, les grands axes de la stratégie nationale de vaccination. Froid, neige et pluie pour ce week-end. Les chutes de neige en haute montagne pourraient atteindre ce soir les 20 à 60 cm de hauteur. À Ifrane, d'importantes dispositions sont prises pour venir en aide aux habitants des zones montagneuses impactées par ces conditions climatiques très difficiles. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé hier un message de condoléances et de compassion au président de la République française Emmanuel Macron suite au décès de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing. Dans ce message, Sa Majesté le roi affirme avoir appris avec émotion la disparition de l'ancien président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, qui a marqué la France du XXe siècle par sa modernité, son courage et la force de ses convictions. Homme de cœur et d'esprit, il était ardemment animé par de grandes ambitions pour la France et pour l'Europe, souligne le souverain dans ce message. Sa Majesté le roi dit se remémorer aujourd'hui la visite d'État historique que le président Giscard d'Estaing avait effectuée au Royaume à l'invitation de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Le Maroc salue sa mémoire et conservera du défunt le souvenir d'un grand ami dont le sens de l'engagement a été précieux au développement des relations d'amitié entre les deux pays, indique le message royal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également adressé un message de condoléances et de compassion à Madame Anémone Giscard d'Estaing, message dans lequel le souverain exprime à Madame Anémone Giscard d'Estaing ses condoléances émues en cette douloureuse épreuve de la perte du président français Valéry Giscard d'Estaing, assurant Madame Giscard d'Estaing de sa solidarité dans ces moments de deuil et de recueillement. Soyez notre interprète auprès de vos enfants, Valérie, Anne, Henri et Louis, ainsi que des proches du défunt, pour leur transmettre l'expression de notre sympathie attristée et de notre profonde compassion, écrit Sa Majesté le roi. Le souverain souligne la grande amitié qu'entretenait feu Sa Majesté le roi Hassan II et le défunt. Nous n'oublions pas l'attachement qu'il vouait au Maroc, ajoute le message royal. Sa Majesté le roi affirme garder du président Giscard d'Estaing le souvenir d'un homme que nous estimions et qui se distinguait aisément par des sentiments élevés et une haute intelligence. Le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, et le président de la Chambre des conseillers, Hakim Ben Chemmeche, ont adressé des messages aux présidents des diverses organisations et unions parlementaires régionales et internationales pour les informer de la réalité de la situation au poste frontière d'El Guergueret, ainsi que de la justesse, de la sagesse et de la sérénité de l'intervention pacifique marocaine dans la région. Selon un communiqué conjoint des deux chambres, les présidents des deux institutions législatives ont communiqué avec ces organisations et unions parlementaires dans le cadre de la diplomatie parlementaire active pour élever la voix sincère et juste du Maroc auprès des différentes organisations et forums parlementaires et régionaux et internationaux. Poursuite des réactions de soutien à la position du Maroc sur le dossier de son intégrité territoriale. Le ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan souligne dans un communiqué, et je le cite, « La République d'Azerbaïdjan exprime son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, ainsi qu'à ses efforts pour rétablir la libre circulation des biens et des personnes au passage d'El Guergueret entre le Maroc et la Mauritanie. L'Azerbaïdjan soutient les efforts de l'ONU visant à parvenir à une solution politique durable et juste à la question du Sahara,
sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, ajoute encore le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères. Pour sa part, le gouvernement de la République togolaise a exprimé aujourd'hui son soutien au droit du Maroc à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale à travers le rétablissement de la libre circulation des personnes et des biens dans le passage d'El Guergueret qui lie le royaume à la Mauritanie. C'était dans une lettre au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, de la part du ministère togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Le Bureau central d'investigation judiciaire, nous le disions, a démantelé ce matin sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire une cellule terroriste affiliée au soi-disant État islamique dont les membres s'activaient à Tétouan. Mohamed Aitlishkar. L'intervention sécuritaire menée par la force spéciale relevant du groupe d'intervention rapide a permis d'interpeller 3 présumés extrémistes âgés entre 21 et 38 ans, dont un ayant des liens familiaux avec un combattant dans les rangs de Daesh sur la scène syro-irakienne. Les enquêtes et investigations menées sur la base des aveux préliminaires des membres de cette cellule ont permis de localiser un domicile qu'ils utilisaient dans l'ancienne médina de Tétouan pour tenir leurs réunions et planifier leurs projets terroristes. Après s'être déplacés sur ce lieu, sur indication des mises en cause, un examen complet des lieux et de leur contenu a été mené par les techniciens de déminage qui ont préalablement pris toutes les mesures préventives pour assurer la sécurité des habitants et des familles voisines. Et les fouilles menées par les officiers du Bureau central d'investigation judiciaire, le BCIG, et les experts des scènes de crime, ces fouilles ont permis de saisir un étendard de Daesh en tissu, un manuscrit comportant le texte de leur allégeance au prétendu calife de l'organisation terroriste, ainsi que plusieurs armes blanches de diverses tailles et du matériel informatique et électronique. Ces fouilles ont également permis de saisir des produits chimiques destinés à la fabrication d'engins explosifs traditionnels, dont des sacs de soufre et de phosphore, des barils de benzène, des bouteilles d'alcool brûlant, des sacs contenant d'importantes quantités de tournevis, de balles métalliques et de clous, outre des fils électriques, des batteries électroniques, des bouteilles en verre pouvant être utilisées dans la fabrication de cocktails Molotov et des produits liquides suspects qui seront soumis à l'expertise technique au laboratoire de police scientifique et technique. Et selon les premiers éléments de l'enquête, les membres de cette cellule présumée terroristes ont atteint un stade avancé de préparation avant la mise en œuvre de leur projet terroriste, avec l'enregistrement d'une vidéo où ils prêtent allégeance au prétendu émir de l'État islamique, suivant les méthodes et les conditions de cette organisation terroriste, et précisent les principaux objectifs de leur plan terroriste. Les enquêtes et investigations ont aussi révélé que les mises en cause ont mené plusieurs visites exploratoires pour identifier les cibles qu'ils comptent attaquer avec des engins explosifs ou via des méthodes de terrorisme individuel dans des opérations similaires à la méthode utilisée par les combattants de Daesh. Les mises en cause interpellées ont été placées en garde à vue pour approfondir l'enquête menée sous la supervision du parquet en charge des affaires terroristes, en vue d'élucider l'ensemble de leurs projets terroristes et d'identifier les éventuels liens et ramifications de cette cellule qui montre encore une fois la recrudescence des menaces terroristes qui guettent le royaume, vu la persistance des individus imprégnés de l'idéologie extrémistes à répondre aux appels de Daesh. Cette nouvelle opération proactive intervient dans le cadre des efforts continus de la Direction générale de surveillance du territoire pour lutter contre les menaces et repousser les projets extrémistes qui guettent la sécurité du royaume. À présent, le bulletin quotidien des principaux indicateurs de la situation épidémiologique du Covid-19. 3 996 nouvelles infections enregistrées ces dernières 24 heures, 4 827 guérisons et 73 décès. Le total des cas actifs est de 42 670. Les cas graves et critiques se chiffrent à 955, dont 97 nouveaux cas en seulement 24 heures. 75 sont sous intubation et 519 sont sous ventilation non invasive.
Et c'est dans le courant de ce mois de décembre que sera lancée la campagne de vaccination anti-Covid au Maroc. L'heure est à la mobilisation pour le bon déroulement de cette opération. Le calendrier vaccinal se fera en 2 injections. La priorité sera donnée au staff se trouvant en première ligne, dont le personnel de santé, les autorités publiques, les forces de l'ordre, le personnel de l'éducation nationale ainsi que les personnes âgées. La campagne se déroulera sur 12 semaines. Alors, comment se présentent les préparatifs de cette campagne de vaccination? Mariam El-Messi a été dans les coulisses d'une réunion cet après-midi du comité ad hoc scientifique et technique chargé de l'opération de vaccination massive. Les questions des citoyens fusent à l'approche du démarrage de la campagne de vaccination massive contre le Covid-19. Comment se présentent les préparatifs de cette opération d'envergure? À qui est destiné le vaccin? Où se faire vacciner? La stratégie vaccinale du Maroc a été présentée en détail cet après-midi par le comité scientifique chargé de l'opération de vaccination massive. De cette campagne vaccinale qui est une campagne énorme et qui va permettre de vacciner quelque chose comme 25 millions. Ça fait maintenant 3 mois que nous travaillons là-dessus. Il se trouve que ce vaccin-là, sur lequel nous avons travaillé, il est déjà reconnu par un certain nombre d'instances. Et il a déjà fait ses preuves sur le terrain. C'est quelque chose de nécessaire. Le vaccin n'est pas obligatoire, il sera volontaire au choix, mais nous interpellons toutes les bonnes volontés, les bonnes consciences pour que bien sûr qu'il y ait comme une adhésion totale pour que la vaccination touchera quand même une large masse de la population, parce qu'il y va de l'immunité collective et cette immunité collective nécessite quand même cette adhésion. Nous avons opté pour diversifier quand même le nombre de vaccins. Nous sommes sur 2 vaccins. Administré en 2 injections, espacées de 21 jours, le vaccin chinois a déjà fait ses preuves sur le terrain. Au Maroc, sa tolérance a été vérifiée grâce aux tests cliniques réalisés sur 600 volontaires. Le Maroc a une grande expérience en matière de vaccination. Il l'a démontré depuis 1987, date du programme élargi de vaccination, et aussi en 2011, où on a vacciné 11 millions de personnes en l'espace de 2 mois. Âgés de 9 mois à 19 ans. On peut vacciner les femmes enceintes ou suspectes d'être enceintes sans aucun problème. Le deuxième point concerne l'enfant. Aujourd'hui, les tests vaccinaux les essais qui sont faits à propos de la vaccination n'ont pas concerné l'enfant. Donc, on ne va pas aujourd'hui vacciner les enfants avec le vaccin qu'on va recevoir. En essai clinique, il a été préparé de manière assez rapide, mais tout en respectant toutes les procédures légales. Nous sommes actuellement à 3 mois. Nous avons les résultats préliminaires donc sur la première phase concernant la tolérance du vaccin. Par contre, nous n'avons pas encore eu les résultats concernant l'efficacité. J'espère qu'on va les avoir dans les semaines qui suivent. Étalée sur 12 semaines, l'opération de vaccination devra couvrir les citoyens de plus de 18 ans. Depuis 3 mois, le comité s'emploie à réunir les conditions scientifiques et logistiques nécessaires pour réussir cette campagne d'envergure. Pas moins de 2880 points de vaccination sont mis en place pour accueillir la population cible. Question de gratuité, aujourd'hui, il est subventionné par l'État. L'État a pris en charge, bien sûr, la vaccination pour l'ensemble des catégories qui seront démunies et les gens qui sont en première ligne et qui sont, bien sûr, les personnes qui sont à risque. Mais aussi, bien sûr, c'est un vaccin qui va être remboursable automatiquement. Le ministère de la Santé, il a mis en œuvre tous les moyens, ressources humaines, ressources matérielles et financières pour pouvoir opérationnaliser cette campagne de vaccination, mais surtout sécuriser les moyens logistiques pour transporter ce vaccin. Une mobilisation tous azimuts pour la réussite de cette campagne, seul et unique moyen de retrouver une vie normale et permettre à l'économie nationale de retrouver une nouvelle santé. Et on apprend que le ministère de la Santé a loué des équipements médicaux et biomédicaux aux hôpitaux des 3 grandes régions du Sud, Guelmim Ouednoun, Laayoune Sarria El Hamra
et Dakhla Oued Dahab dans le cadre des mesures anticipatives pour faire face à la pandémie du Covid-19. Pour l'Aïoun, un important appui logistique a été remis à l'hôpital régional Moulay Hassan Belmadi de l'Aïoun. Il s'agit d'équipements biomédicaux et logistiques modernes qui visent à renforcer la capacité litière de réanimation et assurer le traitement et l'hospitalisation des cas Covid-19, notamment des concentrateurs d'oxygène, des moniteurs de surveillance multiparamétrique, des laryngoscopes, des lits d'hospitalisation avec matelas, des lits de réanimation et des respirateurs de réanimation. Il s'agit également de scanners, de générateurs d'oxygène, de radios mobiles et d'un grand lot de kits pour les tests antigéniques rapides des cas du nouveau coronavirus. La communauté internationale a célébré hier la journée internationale des personnes handicapées. Au Maroc, plus d'1 700 000 personnes sont en situation de handicap. L'inclusion sociale des personnes handicapées est l'affaire de tous les secteurs, notamment des associations. Et puis à Casablanca, grâce à l'action de l'association Anaïs, des formations en pâtisserie sont dispensées à de jeunes handicapés mentaux. Le reportage est signé Sarah Katir, Fatima Omrar, Nawel Mehdoub et Achour Ben Msoud. Sarah et Mourad ainsi que d'autres jeunes en situation de handicap mental bénéficient d'une formation en pâtisserie au sein de l'établissement de protection sociale à Bouskoura. Et c'est au restaurant inclusif Coin d'Anaïs, dédié à la prise en charge et à l'autonomisation des personnes en situation de handicap mental, qu'ils peuvent s'exercer au métier de bouche. Je suis ici en formation en pâtisserie pour en faire mon métier à l'avenir. J'ai déjà appris à faire des fondants et des madeleines. Mon but est d'apprendre la pâtisserie, qui sera, Inch'Allah, mon métier. Permettre aux salariés handicapés de travailler dans un milieu ordinaire est l'ambition de ce projet, qui vise aussi à assurer l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes. C'est un espace chaleureux où nos jeunes vont proposer des produits de pâtisserie préparés au sein des ateliers de formation d'Anaïs et des produits certifiés, faits maison. C'est un projet innovant dans la mesure où il combine en fait une insertion professionnelle en direction du milieu protégé vers le milieu ordinaire de l'emploi à travers des dynamiques de stage et avec un accompagnement en fin de parcours vers une insertion professionnelle, soit directement ici au niveau du coin Anaïs, soit au niveau des entreprises. Avec une bonne formation, ces personnes sont capables d'assurer leur poste avec les mêmes normes attendues dans tous les autres espaces de restauration. On parle météo à présent, des chutes de neige importantes et abondantes, donc du temps froid, des rafales de vent et de fortes pluies prévues jusqu'à dimanche dans plusieurs provinces du royaume. La Direction générale de la météorologie nationale annonce des chutes de neige de 20 à 60 cm en 24 heures dans les provinces de l'Haouz, l'Hossima, Azila, Bni Mellal, Boulmen, Chichawa, Hajib, Figuig, dans les provinces également de Gersif, Ifren, Jarada, Khnifra, Midelt, Ouarzazat, Froujda, Taourir, Taza et Tinghir. Pour ce qui est des températures, elles varieront entre -8 et -3 degrés et 1 à 6 degrés dans les provinces de l'Haouz, Azilal, Midelt, Bni Mellal, Boulmen et Tinghir. -2 à 2 degrés et 3 à 8 degrés dans les provinces d'El Hossima, Chichawa, Hajib, Figuig, Gersif, Ifren, Jarada, Khnifra et sont concernés également Ouarzazat, Sfrou, Taourir et Taza. Les chutes de neige en haute montagne pourraient atteindre ce soir, nous lisions, les 20 à 60 cm de hauteur. D'importantes dispositions sont prises par les responsables locaux pour faire face à la situation et venir en aide aux habitants des zones montagneuses touchées par les conditions climatiques difficiles. Reportage dans la zone de Bakrit. Il s'agit de la province d'Ifren, Nisrin Naouzdar et Ahmed El Fadili. 17 jours nous séparent exactement du début officiel de la saison hivernale. Et pourtant, ces prémices sont déjà là. Les montagnes de la région ont déjà enfilé leur premier manteau blanc. Et un silence absolu règne sur la région. Il est quelquefois rompu par le braiement des ânes
et le son très matinal des oiseaux. Climat rigoureux oblige, ces derniers s'apprêtent à migrer. Plutôt sédentaire, ce troupeau de moutons rôde ça et là pour se nourrir. Pas très loin, Fatima coupe le bois avec sa voisine. Elle s'attelle à cette tâche avec beaucoup d'entrain. Pendant ce temps, leurs époux, tout comme les seigneurs de la région, se font livrer des fours améliorés et amis de l'environnement. À la tombée de la nuit, le froid est effectivement insupportable. Ces fours, multi-usages, apportent beaucoup de chaleur au cocon familial. L'action a bénéficié à des dizaines de familles avec un total de 700 fours. Les bénéficiaires peuvent s'en servir aussi bien pour le chauffage qu'à des fins culinaires. Ici, le mercure est actuellement au plus bas. Il descend jusqu'à 0 degré. Pendant les prochains jours, la vague de froid et les chutes de neige vont gagner en intensité. Les autorités misent alors sur l'anticipation. Le comité de veille enchaîne les réunions. Sur le terrain, un grand travail est accompli. La direction provinciale de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau a pu finaliser tous les préparatifs nécessaires concernant la maintenance du parc d'engins, l'approvisionnement en matériaux nécessaires au traitement de la chaussée et également le renforcement de la signalisation horizontale et verticale au niveau des axes routiers connaissant des chutes de neige. Cette direction intervient par le biais de 22 engins sur un réseau routier totalisant un linéaire de 400 km pour principalement assurer la fluidité de la circulation et assurer la sécurité des usagers de la route. La mobilisation touche également les établissements scolaires. Si ces petits bouts de chou font preuve de beaucoup de dynamisme et s'arrachent le droit de réponse en levant tous le doigt en même temps, c'est parce que leurs petites mains ne tremblent plus de froid. Chauffage électrique ou au charbon, les salles sont bien équipées pour que les cours se passent dans les meilleures conditions. Face à ces températures négatives, le bois de chauffage reste une matière incontournable et nécessaire pour les habitants des zones montagneuses. Une forte pression est exercée sur la forêt. L'exploitation du bois de chauffage obéit à des règles précises fixées par le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Reportage à Azrou Ahmed Fadeli et on retrouve Nissil Hamdaoui. Ces éléments des eaux et forêts entament leur tournée habituelle dans la forêt de Ain Louh, à 2 semaines de l'arrivée de l'hiver. En cette période, ils mesurent le diamètre des arbres pour identifier ceux qui seront abattus pour alimenter le bois de chauffage. L'opération de découpe de bois doit absolument obéir à certaines règles. ما يمكنش نقطع هذه مازال ما وصلت لاج ديال ليكسبلوطابيليتي غنشوفوا الشجره الاخرى. Avant que l'exploitant forestier ne commence à couper les arbres, il doit s'acquitter d'une redevance auprès des autorités concernées et être muni d'un permis d'abattage d'arbres. La coupe d'arbres, nous la contrôlons en amont et jusqu'au transport de bois dans les dépôts. Une phase qui nécessite elle aussi une autorisation. Par le contrôle des dépôts de bois de feu, le département des eaux et forêts, représenté par le Centre de conservation et de développement des ressources forestières d'Azro, assure la valorisation, le suivi et le contrôle de la circulation des bois de feu, issus soit de la forêt domaniale, soit des terrains particuliers exploités d'une manière régulière. C'est dans ces dépôts à ciel ouvert que l'on découpe les troncs d'arbres. La province d'Ifrane en compte 10 au total. C'est là où les habitants de la région s'approvisionnent en bois de chauffage. En cette période de froid, le bois est aussi vital que la nourriture. Dans la région du Moyen Atlas, nous sommes obligés de préparer notre stock de bois pour passer l'hiver au chaud. Nous consommons entre 3 et 4 tonnes de bois. Dans les maisons, impossible de supporter le froid glacial qui sévit en cette période. Une fois le poêle rechargé en bûches de bois, l'atmosphère au sein des foyers retrouve sa chaleur. Mais pour goûter au plaisir d'une belle flambée, il faut se lever de bonne heure.
La préparation du bois de chauffage, nous la commençons vers la fin du mois d'août. Nous nous attelons également à faire l'entretien de nos poêles. Vous savez, on peut se passer de pas mal de produits alimentaires, mais pas du bois. Nous sommes des personnes âgées et nous devrions rester au chaud. Nous avons aussi des enfants en bas âge à charge. La sensation de bien-être est perceptible chez les plus petits et jusqu'aux plus grands. À la veille de la saison hivernale, un bon feu de bois réchauffe les corps et apaise les esprits en ces temps difficiles. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula 21h. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Mariam Limessi. Excellente soirée et à bientôt.